Et bonjour. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous avez eu le temps de vous reconnecter, hein, bien sûr, on a dû faire un petit changement de PC comme ça à la volée. Désolé, les aléas du direct, comme on dit, dans le milieu. Et on va tout de suite, hein, sans plus attendre, dire bonjour à Manon. Salut Manon. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, merci et vous tous. Malgré ces petits contretemps. Et Louis, du coup, rebonjour. Enfin, le chat avait eu le temps de te dire bonjour, mais Ouais, rebonjour à toi, Louis. rapidement. Je pense que j'ai plus chaud qu'il y a 10 minutes, mais ça va. Ok. Bah non, mais justement, on se détend, tout va très très bien se passer, et du coup, on va laisser la main, on va te laisser la main maintenant. On n'a que trop parlé pour l'instant. Ok, donc c'est parti. Donc nous, est-ce que je peux partager mon écran? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous le voyez? Ah oui, oui, tout à fait, on voit ton écran. Ok, bien vu, parce que je ne vous vois pas. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui donc comment lutter contre les risques psychosociaux grâce à la réalité virtuelle. Je vais représenter la société Reverto. Donc chez Reverto, voilà, on utilise vraiment cette technologie-là pour lutter contre les risques psychosociaux en entreprise et améliorer les soft skills des équipes pour finalement agir sur le vivre ensemble. Donc Reverto, ça a été créé en 2018. Aujourd'hui, on a bien grandi avec toute une équipe. Et donc ce projet, voilà, ça a commencé avec Guillaume, donc le fondateur, qui lui est réalisateur reporter d'images à la base. Et suite à l'affaire Weinstein, il a posé des questions finalement à ses sœurs et à sa femme de savoir est-ce qu'elles ont déjà vécu ces situations. Et elles lui ont reporté des actes qu'elles avaient vécus qui étaient quand même assez graves. Et il s'est dit, je vais faire un reportage sur le sujet en utilisant la VR. Ça n'a absolument pas fonctionné, il ne se l'est pas fait financer. En revanche, il y a des boîtes de conseils qui sont venues le voir en lui disant, mais nous, on a besoin de ce type d'outils. Donc il a commencé en créant une preuve de concept sur une vidéo sur le harcèlement sexuel. Donc tournée un peu, pas à l'arrache, mais avec les moyens du bord, avec une centaine d'euros. Et on s'est demandé, comment est-ce que finalement la réalité virtuelle, comment ça allait fonctionner? Est-ce que déjà ça allait fonctionner sur ces sujets? Parce qu'on avait très peu de retours d'expérience sur vraiment les soft skills, le vivre ensemble et les risques psychosociaux. D'accord. Et pourquoi les soft skills? Parce que finalement c'était très peu traité par les sujets en réalité virtuelle. Donc j'enchaîne avec mes questions, sans transition. Parce que déjà, qu'est-ce qu'une soft skills? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on dit que ce sont les compétences de demain en entreprise, mais finalement, c'est quand même assez vague comme concept. Finalement, c'est un ensemble de compétences relationnelles, sociales et de communication, donc des traits de caractère, une attitude, qui vont aider un individu pour interagir avec son environnement. Donc ça peut être autant l'empathie, par exemple, que le bon sens. D'accord. Et donc, pourquoi Reverto s'est attaqué à ces sujets? Donc aujourd'hui, en France, on a des petits soucis au niveau du management et du bien-être en entreprise, à savoir que le coût de l'absentéisme en France, aujourd'hui, a dépassé les 7 milliards d'euros par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le PIB du Maroc. Voilà, c'est le PIB du Maroc, le budget d'éducation nationale, une broutille, quoi. Le coût du mal-être au travail en France, il est dépassé les 14 000 euros par collaborateur. Et ce coût évolue déjà beaucoup plus vite que, par exemple, le prix d'un appartement à Paris dans le 1er arrondissement. L'augmentation est de plus de 10% par an. D'accord. 80%. Oui, je t'écoute. C'est-à-dire que du coup, en fait, quand on dit comme ça, donc le mal-être augmente, c'est quand on parle de coût, c'est-à-dire c'est parce que les employés vont se faire porter pâle, en arrêt maladie, ou parce que du coup leur vélocité s'en trouve amoindrie, ou c'est comment sont calculés en fait ces chiffres? C'est tout un ensemble de causes, et en fait, il y a déjà, oui, effectivement, le coût de l'absentéisme, un salarié qui va se porter malade parce qu'il n'en peut plus de son taf, ça va coûter un certain nombre d'argent. À l'inverse, il y a aussi le présentéisme, celui qui vient au travail mais qui ne fait plus rien. Il va y avoir, le GG à lui. Qui ne, c'est ça, exactement. On l'a tous connu, hein. Il va y avoir également le coût d'une démission
par exemple, et d'un recrutement supporté par l'entreprise. Donc voilà, c'est tout un ensemble de sujets qu'il peut y avoir, mais qui va traiter aussi, par exemple, de la relation client. Un commercial qui est démotivé va pas forcément développer de bonnes relations avec ses clients et faire perdre de l'argent à l'entreprise. Ouais. Donc, Ok. c'est calculé sous une dizaine de critères vraiment qui a trait à tout ce qui peut tenir du travail de la personne et du recrutement d'une nouvelle personne pour le remplacer. D'accord. Ok. Et donc voilà, 40% de ces coûts seraient aujourd'hui récupérables si on agissait directement voilà, sur le bien-être au travail des collaborateurs, sur les soft skills, sur comment mieux vivre ensemble, mieux manager, mieux gérer l'humain. Aujourd'hui, on est très mauvais là-dessus. Ok. Ça joue aussi. Donc, le sujet des soft skills sur les sujets des discriminations. Aujourd'hui, des discriminations en entreprise, on en connaît plein. Et on a vu pas mal de témoignages avec les mouvements MeToo qui ont pu apparaître. Mais pas que. Aujourd'hui, en France, un chiffre qu'on connaît moins, c'est qu'une personne sur 2 en situation de handicap n'arrive pas à trouver un travail. Sachant que à peu près la moitié de la population au cours de sa vie va avoir un handicap à un moment donné. Un handicap, c'est pas seulement je peux plus marcher, je peux plus prendre le bus, ça va être aussi par exemple un cancer. Bien sûr. Ouais, Donc, tout à fait. c'est des chiffres qui sont très importants à prendre en compte et aujourd'hui qu'on néglige en fait. Donc ce qui est directement dérangeant pour les entreprises, ça coûte très cher, on n'a aucun intérêt à laisser courir finalement ce genre d'actes, il faut réussir à les reprendre en main. Et donc, ça passe beaucoup parce qu'aujourd'hui, on appelle en entreprise donc, voilà, l'ensemble des risques psychosociaux. On évalue souvent sous 6 grands critères qui vont être l'exigence du travail, l'exigence émotionnelle, l'insécurité au travail, les conflits de valeurs, l'autonomie et les relations. Quand on décortique un petit peu ces critères, on se rend compte que la majeure partie, finalement, ça peut être atténué par des formations des managers, par des formations aux soft skills, par des formations pour réussir à apprendre aux gens à communiquer entre eux. Et nous, on s'attaque directement à ce sujet grâce à la réalité virtuelle. Parce que, voilà, aujourd'hui, burn-out, on dit un peu ce que c'est le mal du siècle en entreprise. Et c'est pas faux. Oui, tout à fait. Clairement. Et l'activité là le montre vachement bien avec le nouveau hashtag qui cartonne, qui est Balance ta startup, qui est apparu il y a quelques jours, il me semble, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et ils sont en train d'exploser tous les compteurs. Ouais, les environnements toxiques de travail sont super nombreux et finalement on en parle très peu aujourd'hui. On a peur des retombées, on a peur de tout ça et pourtant, finalement, se retrouver en dépression à cause de son travail, c'est pas bon ni pour l'entreprise ni pour soi. Et c'est un véritable sujet d'actualité aujourd'hui et on se rend pas compte finalement de l'impact qu'a pu avoir la technologie sur nos modes de travail. Que ce soit dans les startups mais aussi dans les grosses boîtes, aujourd'hui on est tout le temps dérangé. On a des groupes avec ses collègues sur WhatsApp, on a des mails qui arrivent, on a des sollicitations constantes, ce qui fait qu'on n'arrive jamais vraiment à décrocher et ce qui amplifie aussi ces facteurs de risque. Et du coup, juste avant que tu passes à la VR, est-ce que du coup, et en même temps ça permet de rebondir à la question, à ce que disait Louis, hein, est-ce que c'est pas pour le coup l'écosystème dans lequel on vit en ce moment, hein, du coup avec le télétravail, le confinement et autres, qui exacerbe littéralement, est-ce qu'on va pas genre demain on recalcule, est-ce que les chiffres que tu nous as donnés vont pas faire x2 justement avec un impact comme peut avoir la crise sanitaire forcément, mais par extension les confinements et ce genre de choses? Si, bien sûr que si. Là, les confinements, nous on a des clients qui nous ont dit clairement, des RH qui nous ont dit nos salariés commencent à parler de suicide. On a des situations qui ont été amplifiées avec ces facteurs qu'il y a eu là. On n'est pas dans une situation qui est facile, moralement, psychologiquement. Et le pire est à venir puisqu'on estime que les conséquences d'une telle crise sont visibles au bout d'1 an et demi, 2 ans. Ouais, non, il faut vraiment suivre ces employés. Voilà, c'est ça. C'est que ça va être vraiment terrible d'ici quelques années. Et là, on ne sait pas vraiment comment ça va s'arrêter. On est dans une situation où l'incertitude est quand même assez importante par rapport à ces sujets. Et si on n'accompagne pas ses collaborateurs, on va être dans une situation de plus en plus critique finalement. Et puis c'est un cercle vicieux, donc. Exactement.
Donc, pourquoi la VR? Donc, voilà, c'est la question qu'on s'est posée quand on a lancé le sujet sur le harcèlement sexuel. Finalement, pourquoi juste pas une simple vidéo? Pourquoi est-ce qu'on va utiliser la réalité virtuelle? Comment est-ce que ça fonctionne? Et en premier, voilà, je vais vous parler de ce qui s'appelle l'effet Proteus. Vous avez peut-être déjà rencontré ça dans les jeux vidéo, mais aussi voilà, dans vos expériences en réalité virtuelle. Concrètement, l'effet Proteus, c'est quand on incarne un personnage, on a tendance à prendre ses caractéristiques mentales. Par exemple, dans un jeu vidéo, si vous incarnez un guerrier, vous allez avoir plus tendance à aller au combat. Dans un environnement virtuel, mais aussi ça peut durer un petit peu après. Des tests ont été faits par des chercheurs, donc avec de la réalité virtuelle. Si vous incarnez une personne âgée, vous allez avoir tendance à marcher plus lentement dans la vingtaine de minutes qui suit l'expérience. Finalement, on s'accapare vraiment ses caractéristiques mentales. Et en fait, voilà, le principe même de l'effet Proteus, c'est lorsqu'on active un concept, notre cerveau active les réseaux qui sont proches de ce concept et inhibe les plus lointains. Si je vous parle de l'histoire d'un zoo pendant une dizaine de minutes, je vais vous demander de me citer 3 animaux par la suite. Vous allez me sortir une girafe, un lion et un éléphant. Et donc, c'est un véritable tremplin à la mémorisation à long terme. D'accord. Donc, l'effet Proteus chez Reverto, on l'a complété par le fait de vivre une expérience à la première personne. Donc, plutôt que de vous expliquer ce que ça va être le sexisme, le harcèlement sexuel ou le handicap, on va vous le faire vivre dans la peau d'une victime. Donc, c'est des vidéos qui sont réalistes. Le scénario sont écrits à partir de témoignages, donc apportés par des cabinets de conseil spécialisés. On est en vidéo à 360 degrés dans une entreprise réelle et avec des acteurs qu'on a vraiment triés pour ne pas avoir l'espèce d'effet d'être voilà, dans une telenovela avec des interactions qui ne sont pas les bonnes, des réactions qui ne sont pas les bonnes. Et donc ça renforce vraiment ça. Ouais, j'imagine. Donc vous vivez l'expérience à la première personne, ça va booster votre empathie. Sachant qu'aujourd'hui, on connaît 2 différents grands types d'empathie, donc la cognitive. Concrètement, l'empathie cognitive, qu'est-ce que c'est? Si demain tu arrives au travail, tu me dis que ton chat est mort et que tu te mets à pleurer, je vais pouvoir comprendre ta peine et te dire, bah voilà, prends ton après-midi, rentre chez toi, ça peut être dur de perdre un animal. Donc ça, c'est l'empathie cognitive. Également une empathie émotionnelle, tu vas arriver devant moi, tu vas me dire que ton chat est mort, tu vas te mettre à pleurer, je vais me mettre à pleurer. La réalité virtuelle qui est vécue à la première personne va s'appuyer vraiment sur ces 2 leviers pour ancrer donc l'expérience dans le vécu et donc dans la mémoire à long terme. D'accord, ok. Et voilà, c'est vraiment ça la différence avec une formation classique. C'est que déjà, on ne demande pas de t'asseoir 8 heures dans une salle, c'est des expériences qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes en tout et pour tout. C'est assez court, donc déjà c'est vraiment plus voilà, c'est vraiment plus simple d'assimiler ce qu'on a vécu. Et c'est aussi la possibilité de pouvoir former tout le monde. Aujourd'hui, finalement, une formation classique va être autour de 1000-1200 € la journée avec un psychologue du travail. Là, pour 1000-1200 € la journée, tu vas former 120 personnes dans ta boîte, et donc c'est le réel avantage, notamment sur ces risques-là. Tu vas arrêter de former tes managers à savoir communiquer sur le sexisme, tu vas former tout le monde et tu vas mettre fin un peu à ça. D'accord. Et t'as pas un effet de choc des personnes qui passent la formation? Il peut y avoir effectivement des effets de choc. Après, c'est pas des chocs violents, les personnes ne sont pas traumatisées. On a fait en sorte de prendre vraiment des expériences qui sont de la vie quotidienne, donc il n'y a pas de traumatisme qui va être engendré par ces expériences. En revanche, on a eu des effets de choc en termes de grosses remises en question. Nous, on a déjà eu une personne qui a enlevé le casque de réalité virtuelle et qui nous a dit « je suis un harceleur ». Donc il était un peu blanc. Mais concrètement, personne ne s'est évanoui, personne n'est parti en pleurant. C'est ça. Alors, il y a Pampers qui nous dit, effectivement, quel est le pourcentage de réussite et autres. Je pense qu'après, tout ce qui va être indicateur de réussite et autres, je pense qu'on va y venir après. En tout cas, je vous encourage à demander en fait ces questions-là, à les reposer en fin de live. Moi, j'ai une petite question d'un point de vue technique. Donc, quand tu disais, effectivement, ce sont donc des vidéos 360.
Est-ce que, typiquement, vous avez fait le choix de la stéréoscopie ou pas? Enfin, sur les vidéos? Oui, bien sûr, le son est spatialisé et on a développé notre propre application de diffusion pour garder cet effet-là. On mise vraiment sur l'immersion totale pour que ça D'accord. fonctionne et que ça s'ancre bien dans le vécu. Ok. Et pour le coup, on nous pose la question de la qualité de caméra que vous utilisez pour tourner. Là, on est sur des caméras, on est passé en 8K. D'accord. Ok. Donc c'est 2 fichages voilà, qu'on utilise et voilà, on est sur du 8K. Ça marche. Ok. Ok. Donc ce qui se fait le mieux, et tant mieux. Enfin, ce qui se fait le mieux, on pourrait toujours passer sur du 16K et autres, mais Après, dans un casque, c'est overkill. effectivement, oui, ça commence à le devenir overkill. Avec quel genre de casque d'ailleurs vous traitez comme ça et après on passe à justement l'efficacité. Mais c'est quel genre de casque du coup vous avez Alors, que vous déployez? nous, on est sur des casques qu'on a choisi grand public. Au début, on a commencé sur Oculus Go. Là, on est en train d'abandonner Oculus au fur et à mesure pour les raisons que nous connaissons tous. Et D'accord. on est en train de passer. Enfin, voilà, on a tout passé sur du Pico et on est très content. Ok, donc un système. Enfin, vous n'avez pas besoin, effectivement, vous êtes sur du 3 degrés de liberté, j'imagine, en termes de casque. Absolument pas besoin de passer sur du room scale. Donc, c'est les Pico. Si c'est quand même les Pico dernière génération ou... Alors là, on est sur du G2 4K et pour une autre D'accord. expérience qu'on est en train de réaliser pour le ministère de la Justice, on est sur du 6 degrés de liberté, donc du Neo 2. D'accord, ok, ça marche. Ça marche. Et donc, est-ce que c'est efficace pour tout le monde? Ça rejoint un peu la question que j'ai vu passer sur le pourcentage de réussite. Alors, est-ce que c'est efficace pour tout le monde? Nous, c'est aussi une question qu'on s'est posée. Et on a travaillé avec un laboratoire spécialisé en sciences cognitives sur le sujet. Donc, tout dépend du niveau d'empathie de la personne. Ouais. Donc, finalement, on a évalué que moins une personne était définie comme empathique. Donc, on a fait passer des questionnaires pour vraiment évaluer ce niveau. Plus elle allait réagir de manière forte à la réalité virtuelle. Une personne qui n'a pas l'habitude de se mettre à la place des autres, là on lui donne pas le choix. Donc voilà, la personne d'habitude qui ne vous comprend pas et qui a du mal à comprendre les autres, et c'est là que ça va le mieux fonctionner. D'accord. Ensuite, ça fonctionne et à différents niveaux, en fonction du vécu. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui allaient s'identifier à la victime qu'ils incarnaient, il y en a d'autres qui allaient s'identifier à un témoin qu'on voyait dans l'expérience, qui peut être votre collègue de travail par exemple, et il y en a d'autres qui vont s'identifier harceleur. Donc ça dépend vraiment du vécu qu'on a pu avoir au cours de sa vie, qui va nous rapporter finalement à un personnage qui va être joué. Okay. Ensuite, mais des personnes qui réagissent plus ou moins à la réalité virtuelle en termes d'émotion, c'est toujours efficace. Je vais prendre l'exemple par exemple d'une visite que vous allez faire de musée. Vous allez visiter le Louvre en réalité virtuelle. Le jour où vous le racontez à vos proches, vous n'allez pas dire j'ai vu un documentaire sur le Louvre, vous allez dire j'ai visité le Louvre. Le cerveau assimile vraiment les informations à la première personne, donc comme si vous les viviez. Ouais, ok, ça marche. On a une question du chat. Est-ce que vous n'avez pas effectivement des personnes qui vont surjouer derrière parmi les participants, ou admettons, ou qui vont prendre ça comme un jeu, ou est-ce que vous les mettez dans une ambiance bon, j'imagine que les gens sont là en plus pour passer une formation, donc c'est quand même quelque chose de base d'assez mais bon, pour avoir fait des formations en entreprise et même parmi des ingés et autres, bon, c'est un petit peu la cour de récré, quoi, une formation, sans l'air cadré, on va dire. Est-ce que comme ça, la découverte peut-être de l'outil de réalité virtuelle, du coup, est pas des fois un frein au discours que vous voulez faire passer derrière? Alors absolument pas. C'est vrai que quand ils arrivent dans la salle, la plupart du temps, ils sont assez enjoués. Finalement, ce qui est pas mal pour une formation sur le harcèlement sexuel, c'est rare. Ouais, et ils sont vraiment contents de tester l'outil. D'accord. Mais une fois qu'ils sont passés dans les casques et qu'ils ont vécu l'expérience, ça a tendance à calmer et à discuter plus finalement de ce qu'ils ont pu voir au quotidien dans l'entreprise. Donc ça se recentre sur autre chose. Et jusqu'à présent, j'ai jamais eu quelqu'un qui est parti dans des blagues graveleuses par la suite. Ouais, ça serait de mauvais goût. Voilà, là on travaille par exemple. Ouais, bon, on peut tout tenter. Ouais,
Mais on travaille par exemple avec le ministère de la Justice. La solution qu'on fait avec eux, c'est sur la prévention des récidives de violences conjugales. Mhm. Et on a mis, on a mis en place un cahier des charges aussi là-dessus pour que les candidats puissent être sélectionnés. C'est-à-dire que ce genre d'expérience face à un profil pervers peut aussi amener à un passage à l'acte. Oui, forcément, ouais. Donc, En effet. voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on montre et à qui. Ouais, bah à chaque fois on est sur les profils border, un peu borderline, donc ouais, on est en effet, bah, de par cette immersion, ça peut aussi procurer du plaisir. C'est ce que j'allais dire en fait avec cette notion de moins il y a d'empathie et mieux ça marche. Je pense qu'il y a forcément un seuil, qui est le seuil, j'imagine, de la psychopathie, hein, qui là pour le coup, bah du coup, fait carrément l'effet inverse, j'imagine. C'est-à-dire que ça va. Exactement, Ok, ça Et marche. alors, exactement. pour poser une autre question et répondre à deux questions qu'on a dans le chat, on a Pampers qui nous dit que c'est un modèle un peu, c'est comme l'hypnose. Alors, il faut savoir que l'hypnose, c'est un bon modèle pour décrire ce qui se passe dans une expérience de réalité virtuelle. Et on nous dit aussi que pour les gens habitués, ça doit être moins impactant. Eh ben, je pense pas, parce que en se retrouvant au centre de la simulation, on prend quand même une bonne claque. Enfin, moi, je sais que quand j'avais essayé, j'ai pris une bonne claque. Alors que j'ai quand même quelques heures de VR aussi au compteur. Est-ce que toi, tu as vu des gens à qui seraient passés, mais genre complètement à travers, ils voient pas le propos, ils voient pas le... voilà, ça les touche pas. Quelque chose Non, comme on ça. n'a jamais eu vraiment de réaction, de blocage par rapport à ce qu'on leur a montré. On n'a jamais eu ce type de réaction. À chaque fois, vraiment, ça fait remonter des choses. Bon, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. J'ai déjà fait des rendez-vous où il y a un monsieur qui a commencé vraiment à lâcher des insultes, à insulter son collègue de travail qui avait des propos sexistes, enfin voilà, qui réagissait de manière très forte. Et à D'accord. la fois, le contraire, aucune réaction, j'ai jamais vu. Au moment, Ok. même les gens qui étaient très habitués à la réalité virtuelle n'avaient pas non pour autant l'habitude de voir ce type d'expérience. Ok. D'accord, donc plus une prise de conscience, on va dire, bien souvent une prise de conscience. Parce que j'imagine que c'est ça qui a délié les langues derrière. Hein. Ok. Ça marche. Exactement. Et donc la quatrième question que j'ai préparée, donc quel est l'impact aujourd'hui sur l'apprentissage? Nous, on est en train, là, on a intégré une chercheuse en sciences cognitives vraiment pour évaluer cet impact sur nos sujets à nous. Donc, par exemple, sur la solution sur le sexisme, sur les comportements sexistes qu'on peut rencontrer en entreprise. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites. Par exemple, je pense beaucoup d'entre nous ont pu voir le rapport PwC sur l'impact de la réalité virtuelle. L'avantage vraiment de cet outil, c'est des formats qui sont plus courts en termes de temps qu'une formation classique, mais pour autant qui ne vont pas impacter toute la partie mémorisation. Donc c'est court mais efficace. Le côté vécu finalement de l'expérience, que ce soit des solutions où on pratique, où on voit des choses, ça permet un apprentissage plus important. Vraiment avec cette partie, on utilise souvent le cône de Dahl, on va retenir à 2 semaines 80% de ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est un peu ça. Si je vous explique comment faire des crêpes à l'oral et que je vous dis allez-y, lancez-vous, vous allez peut-être rester bloqué un peu dans votre poêle à pas savoir comment faire. Si je le fais avec vous, vous allez apprendre beaucoup plus rapidement et vous en souvenir par la suite. Sur la partie psychosociale, il y a également beaucoup d'études qui ont été faites sur la théorie de l'exposition. Et donc, je prends un peu l'exemple de Walmart qui avait fait une expérience sur l'entraînement au Black Friday. Et ils avaient interviewé derrière les salariés. Et en fait, 80% se sentaient moins stressés d'affronter cette épreuve après s'être entraîné en réalité virtuelle. Et c'est un peu ça finalement. Plus on rencontre l'objet d'un stress, plus on s'entraîne à le rencontrer et à pratiquer face à lui, moins le jour J, quand on le rencontrera dans la réalité, on va être stressé. Et donc, la réalité virtuelle a un réel avantage par rapport à ces situations. D'accord. On a une question qui est jusqu'à combien de personnes en même temps peuvent faire l'expérience? Autant qu'on veut. Tout dépend du nombre de casques que tu as. Ça, c'est toujours la question à 1000 €. Ça,
bien Oui, c'est ça, c'est qu'on peut spread Mais finalement autant qu'on veut avec un petit peu de synchro. On fait même X salles de classe au travers du monde en même temps, quoi. Non, alors, pour le coup, effectivement, il y a la question de Ganakel. Je sais pas si on va pouvoir y répondre en vrai, mais c'est vrai que c'est une question hyper, hyper, hyper intéressante. Où est-ce qu'on place le curseur du sexisme, enfin, par rapport à votre société, hein, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un cahier des charges de ce que c'est que le sexisme et où on place le curseur, sinon ça serait compliqué en fait de faire en fait ce genre de formation. Comment vous avez travaillé dessus du coup? Comment est-ce que vous avez placé en fait comment vous avez placé ce curseur qui est quand même effectivement très très enfin un peu palpable au final et très sujet à polémique. Oui, je sais pas vraiment si c'est un curseur du sexisme. Nous, on s'est fixé par rapport à ce qui va être dit de manière légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on D'accord. définit différents types de sexisme. Il va y avoir, par exemple, les interpellations familières. Salut ma jolie, salut ma belle. Il va Mhm. y avoir le sexisme de compétences. Les femmes sont pas faites pour l'informatique. Les femmes sont nulles en maths. Il va y avoir aussi, voilà, la différence avec aussi la partie discrimination. Aujourd'hui, par exemple, dire à une femme enceinte qu'elle va pas pouvoir prendre le poste parce que c'est pas sûr pour l'entreprise, bah ça on l'aborde, on le décortique. Donc c'est vraiment ces grands axes-là sur lesquels Mhm. on a misé, sans trop essayer de partir dans le cliché, parce que le sexisme est aussi réalisé par des femmes envers les femmes. C'est pas quelque chose que voilà un homme pratique sur une femme, ça va dans les deux sens. Oui, tout à fait. Et puis Et une on a femme voulu envers mettre un aussi homme cet aussi, hein. aspect-là en valeur. Exactement. Ouais. Et on a voulu mettre ça en valeur parce qu'on le connaît moins. Et on a vraiment misé là-dessus, donc vraiment sur de la vie quotidienne, les petites réflexions qu'on pouvait entendre en entreprise et montrer que mis bout à bout, bah, en fait, ça pouvait devenir agaçant. Donc, on a évité un peu les situations clichés. D'accord, ok. Ça marche. Ok, donc principalement se baser effectivement sur le légal. Ok, ça roule. Ok, Et sur vaste la sujet. structuration de la formation, c'est une question du chat aussi. C'est comment est-ce que vous faites? C'est juste vous mettez la vidéo, vous reprenez vos casques et vous partez, ou vous organisez quand même une session autour, un débrief par exemple? Alors, tout dépend, on n'intervient pas systématiquement sur site. Des entreprises utilisent nos solutions en mode licence pure et dure et les achètent avec leur propre casque. Nous, on les forme derrière à voilà, pouvoir répondre, etc. On fait ça avec les référents. Mais concrètement, nous, quand on vient sur site, effectivement, donc il y a la partie réalité virtuelle, suivie d'un module interactif qui va revenir sur les situations vécues, mettre des mots dessus, appeler la loi, les sanctions éventuelles, donner les clés pour agir si on est témoin, victime, et qui collecte aussi de la data pour l'entreprise de savoir qui a déjà été témoin, qui a déjà été victime, c'est plutôt des hommes, des femmes, etc. Et donc derrière, nous, on organise des sessions de débrief qui vont vraiment s'axer sur le ressenti des personnes et sur comment répondre, eux, dans leur quotidien par rapport à ce qu'ils ont vécu et comment se positionner là-dessus. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Donc vraiment, oui, c'est ça. En fait, et même sur ce genre de module, il n'est pas question de mettre les gens en face de ça et les laisser faire, en tirer leurs propres conclusions et tirer. Puis après, enfin, voilà, repartir directement. Faut faire construire l'audience, il faut créer du débat, de l'émulation autour de la question. Ah, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est quand même pas un exercice facile. Et du coup, tu disais que vous intervenez pas à chaque fois sur site, c'est que vous vendez aussi la solution directement à des clients. Comment est-ce qu'eux, ils mettent en place tout un parcours, un processus autour de ça? Nous, voilà, on va les accompagner là-dessus pour qu'il y ait toujours des référents. Aujourd'hui, il y a des obligations légales dans l'entreprise, que ce soit pour le handicap, où voilà, il y a un référent diversité qui doit être là, comme pour le sexisme, où il y a un référent sexisme et harcèlement sexuel. On va s'appuyer sur ces personnes qui sont supposées être formées dans l'entreprise pour déployer ces solutions. Parce que déjà, s'il y a des plaintes, c'est eux l'interlocuteur principal. Ouais. Et c'est à eux aussi de savoir répondre à ça. Donc, on va leur expliquer comment fonctionne la réalité virtuelle. On va étudier comment fonctionne leur entreprise et comment bien déployer cette technologie. Et derrière, on va aussi leur apporter un certain nombre un peu de questions les plus fréquentes qu'on peut avoir et vraiment comment se positionner par rapport à ces actes s'ils ne se sentent pas prêts à le faire eux-mêmes. Voilà, on apporte cette partie formation.
Mhm. Et derrière, voilà, on est le contact principal s'ils ont des difficultés, des questions par rapport au déploiement de la technologie. Ok. D'accord, ok. Moi, j'avais une petite question quand, enfin, admettons, je suis chef d'entreprise, j'ai, je sais pas moi, on va partir sur une petite entreprise, on a 20 personnes. En termes de coûts, alors, une fourchette, hein, pas du tout un devis, mais c'est pour se donner un aperçu. Est-ce que c'est euh, abordable, inabordable, en fait? Enfin, voilà, c'est pour donner un petit ordre d'idée. Bah, pour 20 personnes, en plus, on va pouvoir faire des formations approfondies. Mhm. Moi, je te propose une demi-journée où on fait passer tout le monde. On fait des sessions de 2 heures avec des longs débriefs. Et on fait quelque chose de spécifique pour les managers de savoir comment se positionner. Ouais, Et avec le reporting des données, tout inclus, ça va coûter à peu près 1 500 €. d'accord, ok. Ça marche. Ouais, oui, donc quelque chose d'abordable. Donc, effectivement, plus d'excuses pour les entreprises pour effectivement le faire. Ça marche. Ça marche, ça marche. Moi, je trouve ça à la fois fascinant comme truc. Étant passionné de techno, en fait, hein, je trouve ça à la fois fascinant et en même temps, je me dis qu'il y a tellement de dérives. Alors, 1 500 €, oui, non, c'est pas par personne, hein, c'est le package, j'imagine. Non? Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Ok, je préférais reposer la question. Mais il y a tellement de dérives potentielles, effectivement, comme tu disais, les personnes qui vont être border, ça va faire l'effet inverse. Vraiment cette notion euh, cette notion de curseur, alors c'était peut-être pas vraiment le mot, mais en fait dans les scènes que vous allez créer, vous avez un rôle à jouer en fait, hein, extrêmement subjectif malgré tout. Enfin, faut pouvoir d'une le savoir et de deux l'assumer. Ça c'est plus pour vous. Enfin comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Enfin, je veux dire, vous êtes certain que vous n'allez pas des fois trop loin dans les démarches ou dans les façons de faire ou... Est-ce qu'il y a un organisme en fait On au-dessus ne de va vous pas le pour faire tout valider, seul. par exemple? Oui, on va pas le faire D'accord. tout seul. À chaque fois qu'on développe une expérience, on s'allie avec un cabinet de conseil spécialisé sur le sujet, D'accord. qui va vraiment nous apporter voilà, les retours des formations, ses expériences, les témoignages qu'ils ont pu avoir. Et on fait le scénario ensemble. Et par la suite, il est validé par un psychologue du travail et par des ingénieurs pédagogiques. Donc l'écriture de nos scénarios est quand même relativement encadrée pour que ce soit à la fois réaliste, mais que ça n'aille pas trop loin. Le but étant de ne pas traumatiser. Non, bien sûr. Ouais. Ok. En plus, sur ces sujets-là, il y a la charte éthique de la VR qui fait pas mal de recommandations sur la conception des contenus, et notamment après sur l'encadrement des sessions et le rôle des formateurs. Tu vois, typiquement des profils comme ça, je pense que autant sur ce que tu racontais tout à l'heure sur les prisons, où on va pouvoir les détecter plus en amont, puisqu'on peut étudier la population qui va suivre le parcours, autant sur une journée en entreprise où tu vas faire passer 100, 200, 300 personnes, tu ne peux pas avoir cet avis au préalable. Et je pense que là, ton formateur a un rôle important de devoir repérer ce genre de comportement, voilà, par une sensibilité qu'il a sur ces sujets, et donc des réponses à des questions spécifiques qu'il poserait en amont, ce genre de choses, pour justement encadrer et éviter d'avoir l'effet inverse. Il y a vraiment quelqu'un qui rentre chez lui le soir en se disant bah, tiens, je vais aller harceler quelqu'un dans la rue parce que ça va l'air rigolo. Et, mais je doute que ça arrive quand même assez régulièrement. Non. En intervenant en formation, on a déjà eu des réflexions des réfractaires qui étaient assez fortes, mais plus en mode ouais, effectivement, j'ai déjà fait ça, je me sens mal à l'aise, donc je vais me montrer ignoble. Mais c'est vrai que je pense qu'on rencontre pas la même typologie qu'en prison au niveau des problèmes que nous on a pu voir. C'est ce que nous disait voilà, notre chercheuse qui disait qu'il faut vraiment avoir c'est pas seulement un problème c'est plutôt des tendances perverses. C'est quand même assez spécifique comme trouble, et si on tombe dessus, c'est déjà que le formateur a pas de chance, mais effectivement, voilà, on peut pas l'évaluer en entreprise, et le formateur a un rôle de recadrage très important là-dessus, pour ne pas laisser passer certains propos sexistes qu'il peut y avoir pendant les réunions. Voilà, moi, on m'a déjà dit, par exemple, en formation, que je portais malheur sur un bateau parce que j'étais une femme.
Là, c'est à nous de recadrer, de dire que c'est inadmissible et vraiment de montrer qu'il y a des conséquences derrière. Ok. Mais c'était quoi les conséquences du coup? Par exemple, comment est-ce qu'on Ça a été recadre remonté. Alors déjà, en disant que voilà, ces propos sont inadmissibles et d'autant plus en entreprise aujourd'hui, elles sont hors la loi, c'est-à-dire qu'il peut être sanctionné. Et derrière, j'ai fait remonter au référent sexisme, donc il a eu le droit à un petit rendez-vous avec un petit avertissement qui suivait, en lui rappelant qu'effectivement, ce n'était pas tolérable, surtout qu'il venait d'être formé sur le sujet. Donc bien sûr, que voilà, c'était pas tolérable et que la politique de l'entreprise était posée. Mais c'était la première fois également que l'entreprise posait vraiment cette politique de non-tolérance au sexisme. Ouais, je comprends. On a une question qui est de dire comment est-ce que les sociétés viennent vous contacter comment est-ce qu'elles se disent que la VR va pouvoir résoudre un problème comme ça de sexisme ordinaire, ou en tout cas participer à y résoudre? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord l'entreprise qui cherche à réparer un problème. Je pense aux entreprises qui sont parues récemment dans la presse et avec une mauvaise pub où souvent la direction a dû voilà, démissionner et cherche un peu une solution qui peut être plus efficace qu'une formation classique. Parce que beaucoup aujourd'hui ont déjà des e-learning un peu sur le sujet en disant non, c'est pas bien, sauf que ça fonctionne pas. Donc ils cherchent un peu quelque chose de différent. Et donc on a cette typologie-là. Et la deuxième, c'est les entreprises qui en peuvent plus des formations classiques sur ces sujets, où on vous assoit pendant une demi-journée, une journée sur un bureau à vous répéter que non, c'est pas bien, le sexisme c'est mal, il faut pas dire ça. Et finalement, on se rend vraiment jamais compte de ce que c'est. Et donc ils cherchent un peu des solutions innovantes vraiment pour intéresser leurs collaborateurs et sortir un peu de cette aussi d'une démarche qui peut être culpabilisatrice. D'accord. Et puis aussi forcément plus impactante parce que comme tu l'as dit, expérientiel quoi. À un moment, on retire mieux ces choses-là et sur ces sujets où je pense que on en parlait un tout petit peu avant, hein, mais c'est compliqué d'avoir un débat souvent parce que on a des postures du genre, mais c'est pour déconner, c'est de l'humour, voilà, à justifier des comportements qui ne sont pas justifiables. Le fait de se retrouver à la place de quelqu'un et de vivre ça, ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure en face de gens qui vont vivre ça pendant des années, ça permet de se mettre à leur place et d'un coup de voir que ces petites phrases qu'on va justifier par l'humour n'en sont pas. Et au moins d'ouvrir ce débat et de déconstruire plus vite cette espèce de mythe, contrairement à un cas classique. Oui, et puis ça peut être aussi le cas, enfin là on n'a pas beaucoup parlé, mais on fait aussi des solutions sur le harcèlement moral ou le handicap. Le handicap, vous allez incarner par exemple une personne sourde en réunion, où ses collègues n'ont pas bien disposé la salle, et du coup vous pouvez les entendre que quand vous les regardez dans les yeux. Donc voilà, voir que des fois on a des petits oublis par rapport à certains collègues, et que un petit oubli pour nous peut finalement être quelque chose de complètement manqué pour lui, où il n'a rien compris, et c'est se rendre compte vraiment de ces situations, de ce que ça peut faire pour vraiment développer le fait de se dire ah oui machin il a ça, je vais peut-être un peu faire attention. Donc d'éveiller les consciences là-dessus. Mais à contrario, est-ce que faire attention, justement, c'est pas mettre à l'écart les gens? Enfin, après, après, ça va être une... Après, on va rentrer dans un autre débat, hein, qui est le cadre de la VR, mais est-ce que, du coup, c'est pas plutôt la personne, en fait, qui doit dire, bah non, moi, j'ai besoin de ça, et du coup, la mettre dans une position où elle va pouvoir le dire, sans jugement, sans rien, plutôt que de faire en sorte qu'elle ait, je sais pas moi, un manager qui va être formé en fait pour se dire ah bah tiens, telle personne qui a tel problème, on va faire gaffe à cette personne et ça va être mon rôle de faire en sorte que je vais la placer à tel endroit. Enfin, c'est une question de fond après, hein, et c'est pas un sujet que j'ai taffé en particulier, donc si ça se trouve je me plante complètement, hein, mais c'est une réaction à chaud on va dire. Alors sur ce sujet-là, aujourd'hui, le but étant plutôt de libérer la parole. Finalement, nous, on travaille aujourd'hui avec certaines entreprises qui nous disent, au vu de nos effectifs, on a trop peu de personnes qui ont déclaré, ça se fait à la médecine du travail, la déclaration, voilà, comme quoi on est handicapé. On a trop peu de déclarations. Et en fait, aujourd'hui, c'est surtout de dire, on va briser un peu ce tabou de ce qu'est le handicap. Et on va faire en sorte que les gens en parlent plus facilement parce que même pour certains, ça peut être une souffrance.
Je pense par exemple à quelqu'un qui a besoin de partir plus tôt du travail pour se faire dialyser et qui se prend des réflexions de ses collègues tous les soirs en partant en disant «Oh, qu'est-ce qu'il y a, t'as posé un RTT?» Bah, c'est aussi éviter ce genre de comportement-là qui peuvent être une souffrance voilà, pour la personne qui a la maladie. Moi, ça me dépasse ce genre de comportement. Enfin, excuse-moi, Manon, mais moi, moi, dans ces cas-là, il y a deux trucs qui me dépassent. Et moi, enfin, il faut aussi former ses collègues à. Enfin, parce que, en fait, bon, sur la planète, moi, je fais partie de ces gens qui considèrent qu'on a 10% de cons et que, malheureusement, hein, par définition, ça va être très, très compliqué de leur faire apprendre quelque chose. Par contre, effectivement, dans une pièce, enfin. Ça nous arrive, hein, moi je bosse beaucoup dans l'informatique, et ah oui, t'as pris ton après-midi alors que le mec fait ses valises, fait son sac à 17h. C'est une blague qu'on se fait quand même assez régulièrement. Une blague qu'on se fait entre bons collègues sur lequel on sait où ça démarre et on sait où ça s'arrête en fait. Enfin, c'est ça l'idée. Moi, je me mets dans la place d'une équipe où on a effectivement quelqu'un qui a besoin d'une dialyse sur des thématiques récurrentes et autres. Alors, déjà, je trouverais bizarre, entre guillemets, que l'équipe ne soit pas au courant. Ça dénote, à mon sens, déjà un gros problème de communication. Et encore moins, je trouverais même encore plus bizarre qu'il n'y ait pas une personne dans l'open space, typiquement, qui dise non mais René, ferme ta gueule, parce que la prochaine fois, tu passes par la fenêtre. Enfin, voilà. C'est compliqué quand même, hein, le monde de l'entreprise, vraiment. Enfin, moi, je le découvre en même temps par Meetup. Ouais, mais à l'inverse, ça peut être difficile d'annoncer à tous ses collègues bah, j'ai un cancer. Tout à fait. C'est déjà, je pense, suffisamment difficile à gérer de manière individuelle. Et on n'a pas envie d'être vu comme la personne faible, souffrante, etc. Et il y a cet aspect-là aussi qui peut être compliqué. Ouais, complètement. Non, mais il y a énormément de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que je disais, là, je réagis à chaud, hein, parce que, bah, effectivement, c'est énorme. Déjà, bon, j'ai presque envie de dire, il y a qu'en vivant la situation qu'on peut vraiment, en fait, en définir tous les contours et en définir le périmètre. Mais ouais, non, c'est compliqué. Bah ouais, c'est ça, enfin, là, je réagis au chat, blague sexiste, pardon, le racisme et autres. Enfin, je veux dire, moi, si vraiment j'avais un collègue comme ça autour de moi, mais pour le coup, ce serait moi le harceleur, mais vis-à-vis de ce mec-là. Enfin, je veux dire, il l'ouvrirait plus, quoi. Mais après, en fait, dans le débat, on sous-estime un effet qui est important, qui va être, c'est pas le bon terme, mais c'est l'effet de meute. Déjà, on le sait tous, dans le monde du boulot et surtout dans les grosses entreprises sont des machines à briser les individualités. C'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est comme ça qu'elles se déploient, parce qu'on a besoin de se conformer, et puis après, il y a un confort, et en même temps, si c'est ton chef qui fait la remarque sexiste, ou qui fait... c'est compliqué de le reprendre, tu vois, parce que tu es dans une position qui ne te permet pas de le faire. Quand c'est ton collègue, en même temps, on va pouvoir te faire la remarque de quoi tu te mêles, c'est pas tes affaires, voilà. Et en fait, en fonction de l'équipe dans laquelle tu es, tu peux avoir une ambiance sans être malveillante, mais qui va pas être bienveillante. Et du coup, qui va pas être très saine. Ouais, c'est ça. Et là, c'est très compliqué d'intervenir parce que c'est pas une personne en fait. On est 25 dans l'équipe et t'en as 5, t'en as 6, t'en as 7. Et ils ont, en fait, ça crée un pouvoir, tu vois, et un pouvoir de nuisance important, qui aussi infuse le reste, parce que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise ou qui rentre dans le service et qui voit que la normalité, c'est ça, la normalité, c'est ça, en fait, tu vois, tu peux pas aller au-delà de ça. Non, tout à fait. Et ça, sur les questions justement de sexisme ordinaire, de handicap, et c'était exactement l'histoire de la blague de tiens, il est 17h, tu pars. Tu vois, moi, celle-là, je l'ai faite aussi à très très bons copains avec qui je travaillais. J'ai vu des gens la faire à des gens qui connaissent pas. T'es là, genre, t'es chier. Ah oui, bien sûr. Il rentre à 17h, il rentre à 17h. Quoi. Sauf que personne fait la remarque. Mais moi, le premier, alors que je sais que. Oui, alors que finalement, c'était pas une blague. C'est ça. Alors que c'était pas une blague. Ouais. Et tu le sais, sauf qu'en même temps, voilà, t'es dans cet open space, on a tous la gueule dans le guidon, tu l'entends du coin de l'oreille. T'as pas l'énergie de te déplacer, t'as pas l'envie de le faire. Le mec qui reçoit le truc, ça surge pas, il se passe sur rien, et au final, tu laisses filer comme tous les autres laissent filer, et ça permet aussi à ce genre de comportement de s'établir.
Ouais, ouais. tu vois, Alors après, c'est assez ouf, de effectivement, partir après. un petit peu cet esprit. Ouais, non, non, mais je comprends. Après, nous, quand on le fait, enfin, je dis, voilà, c'est une blague très, très récurrente dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'open space et machin, mais faut vraiment imaginer que le mec se met en mode gros beauf, effectivement, à l'instant T. Et il est censé y avoir aucune. Enfin, au contraire, c'est même pour décrier ce genre de comportement qu'elle est faite, cette blague, à la base. Mais malheureusement, Oui, effectivement, il peut y avoir des gens, qui le pensent vraiment. Alors, on avait qui? On avait pas 105 qui nous a dit, ouais, effectivement, quand il avait annoncé ses problèmes de santé, on l'a traité de cassos au boulot. Ouais, 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 ouais. Alors, encore une fois, moi, je suis dépassé par ça, quoi. Vraiment. Enfin, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt à quelqu'un qui est en état de faiblesse, mais peu importe lequel. Enfin, je veux dire, de balancer ça à quelqu'un. Enfin, vraiment, hein. Moi, je sors un petit peu de mais ma planète, là, mais des, ouais. t'as des entreprises, moi, je connais des gens, tu vois, qui, euh, qui ont quitté leur entreprise avec pertes et fracas parce que en fait, il y a tellement rien qui fonctionne que tu n'as pas un ancrage quelque part, quelqu'un de bienveillant qui va te défendre. C'est exactement ce que dit Kanakel dans le chat. C'est Mm. la direction l'a défendu entièrement. Bah Ouais. ouais, en fait, c'est un système qui existe vachement et ça détruit des individualités. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi les produits Reverto pour ça, parce que on prend des gens qui pourraient faire ça, on les met à la place d'eux, et d'un coup, bah, t'inverses un peu le sablier. Ouais, C'était complètement. dans ce genre de choses, moi c'est un exemple que j'aime bien. Il y a Oxfam, il y a quelques années de ça, ils ont fait ça avec des cardboards à l'époque, hein, donc ça remonte. Ils avaient fait une campagne sur les violences de genre en Russie, une levée de fonds. Donc vraiment un sujet qui, nous, Français, nous touche assez peu. C'est loin. Les violences de genre, c'est quand même pas quelque chose, en tout cas, qui est ultra pressant, puisque là, c'était plutôt sur toute la partie transgenre en Russie. Donc, Ouais. c'est pas un sujet dominant en France non plus. Oui, Donc, en Russie, pour faire une levée de fonds, c'est compliqué. Et en fait, ils ont fait une expérience de VR où tu étais un spectateur d'une reproduction réaliste d'une violence de genre qui avait, voilà, c'était une vraie violence, mais des acteurs qui l'avaient. Ils ont des gens qui sont partis en pleurant de ce truc, et ils n'ont jamais levé autant de thunes sur une levée de fonds. Donc voilà, il y a quand même toute cette dimension-là qui est intéressante Ah derrière. oui. Là, bah après, l'impact mémoriel, hein, est vraiment phénoménal. Mais oui, oui, non, mais au contraire. Non, mais attention, hein, je dis pas que ce genre d'outil est pas bon, bien au contraire. Ah oui, Bien au contraire. Et il faut que ça marche. Et effectivement, quand on est dans le cas de Ganakel où la direction défend parce que c'est un cadre ou un ami ou enfin, peu importe, hein, c'est pas normal. Après, c'est tellement compliqué d'aller se battre contre la direction d'une boîte. Enfin, moi, j'ai du mal à me mettre en tête que la direction, typiquement, qu'a connue Ganakel, va un jour faire cette démarche de... Enfin, voilà. C'est soit un jour, on les oblige, parce qu'il y a effectivement, comme disait Manon, hein, il y a eu dérapage. Ça s'est su, la presse se met dedans, il y a cascade, et il faut faire quelque chose pour une notion d'image. bel exemple, Ubisoft. Ouais, par exemple. Par exemple. Tout à fait, Ubisoft. Alors après, il y en a d'autres, hein, mais oui, oui, dans le monde du jeu vidéo, celui d'Ubisoft, celui Et récent. Ah, le créateur d'Heavy Rain, c'est le studio Quantic Dreams, également. Oui. C'est pas français, pour le coup, mais aussi avec 2-3 soucis. Et ok, ça marche. Moi, j'avais une question, c'était par rapport au RH, typiquement, effectivement, avoir un comité de carrière ou ce genre de choses. C'est des choses aussi qu'on pourrait s'amuser, effectivement, à faire. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ouais, ce serait bien aussi de s'attaquer à là et de pouvoir l'inclure dans un peu de tout, voilà, au niveau de ces thématiques. Et bah, surtout que ce soit bien débriefé. J'ai vu pas mal de questions ce soir qui sont passées, même sur les blagues, etc., sur ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Et je sens que ça met le doute aux personnes qui vont écouter ça. Et voilà, moi je suis pas là pour vous dire, et nos expériences sont surtout pas là pour vous dire arrêtez les blagues, arrêtez l'humour, arrêtez même de draguer en entreprise. C'est pas, voilà, le but n'est pas de réprimander, c'est juste qu'on peut pas tout dire avec tout le monde, et il faut surtout pouvoir entendre que ça puisse gêner une personne. Mais si on a l'habitude de fonctionner avec certaines petites blagues, voilà, avec un pote, avec un collègue dont on est très proche,
Bah, en fait, voilà, si la personne n'est pas dérangée en face, c'est bon. Mais il faut juste pouvoir entendre et pouvoir des Ouais. fois même questionner celui qui est en face en disant: «Bah, je t'ai dit ça, est-ce que ça t'a dérangé? Non? Bon, OK». Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était pour répondre à ces questions que j'ai vues passer, il y en avait pas mal. C'est que c'est vraiment ouais, ouais, non, mais tout à fait et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin et puis même faire certaines définitions, hein, qui sont assez basiques, mais effectivement, je vais aller peut-être un petit peu plus loin sur le terme harcèlement, qui dit harcèlement dit répétition. Voilà, c'est pas parce que vous avez fait une blague vaseuse à quelqu'un et qu'elle est mal passée que vous l'avez harcelé. Non, non, là on parle vraiment d'une répétition. Après, si vous faites 14 fois cette blague, enfin voilà, après faut y mettre le seuil, mais le terme harcèlement, attention, il a une définition quand même bien précise, et le gros beauf au fond de la salle qui fait une blague de temps en temps, bah, est-ce que c'est considéré comme du harcèlement? Bah voilà, juste s'il y a une notion vraiment de grosse répétition, quoi. Vous avez le droit de vous planter. Déjà, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des. Mais enfin, je dirais ça, et après, maintenant, tu confirmeras ou tu diras que je suis une grosse connerie, au choix. Mais pour rebondir sur ce que disait Cédric, c'est vraiment ok, tu dis par exemple bonjour une fois, ma jolie, tu te fais recadrer, tu la refais pas, ça passe. Tu l'as fait 25 fois alors qu'on t'a dit 25 fois que c'était une mauvaise idée. Bon, là, tu deviens border. Enfin, tu deviens pas border, Un tu peu plus rentres que un peu border, plus de ouais, l'autre je côté en pense. fait, hein. Faut arrêter de border. Tu bascules de l'autre côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, il faut pouvoir entendre que quelqu'un n'aime pas qu'on appelle ma jolie, ma belle, et cetera, ou enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entendre et c'est des comportements à changer. Après, le dire qu'une fois, non, parce qu'il y a tellement de comportements qui sont inconscients aujourd'hui, qu'on a d'ancrés, de par notre éducation, de par la société, de par tout ce qu'on a pu entendre, que voilà, faut pouvoir en discuter, faut pouvoir le décortiquer et faut surtout pas être, voilà, dans le pointage du doigt et dans l'assassinat de la personne en face en mode: «Ouais, tu dit ça, tu un gros con». C'est pas vrai, Ouais, c'est tout à quelque fait. voilà, faut pouvoir vraiment en parler. C'est ça, Ouais, c'est faut ça. dire pourquoi c'est pas bien et pourquoi faut pas le faire. Et moi, j'aurais une question, c'est à ton avis, comment est-ce qu'on peut favoriser votre business en fait? Comment est-ce qu'on peut favoriser le fait qu'on développe de plus en plus ce genre de formation? Parce qu'en réalité, elle est indispensable dans toutes les entreprises. Et entreprises, j'entends les entreprises privées, les entreprises publiques, les universités, les écoles, enfin tout, partout. Dès qu'il y a des relations humaines, Mm. ces questions psychosociales sont présentes. Et donc, comment est-ce qu'on peut accélérer dans ces domaines-là les déploiements, les essais, les choses comme ça? Bah, aujourd'hui, il faut continuer je pense de nous, de notre côté, voilà, on a une version PC, mais moi je l'aime pas. Je trouve que c'est beaucoup moins efficace. Il faudrait Mm. vraiment réussir à faire avancer les entreprises et à les accompagner dans l'adoption de la réalité virtuelle, Mm. qu'ils puissent être accompagnés dans le déploiement, qu'on puisse répondre plus facilement à leurs questions, à leurs interrogations, leur montrer que c'est pas la mer à boire. Les changements de comportement se font vite sur le sujet. Nous, on l'a vu avec le confinement, où plutôt que de se déplacer pour aller faire nos démos commerciales, on a envoyé des casques par la poste à nos prospects. Et en fait, les gens se sont rendus compte que c'était très simple à utiliser. Et on a eu beaucoup plus de ventes suite à ça. Donc en Mm. fait, voilà, juste des fois se dire, ben, on va vous faire essayer, je vais juste vous guider, vous allez essayer tout seul et vous allez voir, c'est enfantin. Et des fois, ça permet vraiment d'avoir un déclic. Donc voilà, vraiment, je sais pas comment dire ça, mais ouais, prendre par la main les entreprises, tu vois que ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Ben, Parce que, en volet chez nous, alors, on va leur montrer. parce que bien Bah, souvent, c'est quoi? C'est une réticence technique ou une réticence directement du sujet en lui-même, c'est-à-dire le fait de mettre en avant comme ça les risques psychosociaux? Ou un mix des deux, non, après. nous, c'est rarement au niveau du sujet, parce que quand ils nous D'accord. contactent, voilà, c'est qu'il y a un besoin et souvent ça part pas de rien, Mm. même Ouais. si ce n'est dit qu'à demi-mot. Souvent, c'est plus au niveau technique, effectivement, de comment je vais le gérer. C'est un nouvel outil, et les gens se rendent pas compte que, voilà, les casques VR qu'on utilise, un Pico G2, c'est plus simple à utiliser qu'un téléphone portable. Et c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut réussir à pousser. C'est pas une technologie de geek. Il n'y a pas besoin d'être le DSI pour pouvoir utiliser un casque de réalité virtuelle. C'est grand public. Ouais, bien Ça sûr. fonctionne très bien et vous allez bien vous en sortir.
complètement. Oui, et ça, ça effectivement, expliquer que la VR c'est plutôt simple d'utilisation, bah, c'est notre rôle aussi au sein d'OTR, du coup, à essayer de dire ouais, mais lâchez-vous, parce qu'effectivement, l'analogie du téléphone est parfaite dans le monde professionnel, c'est pas plus compliqué que quand vous avez appris à utiliser Android pour la première fois. C'est même plus simple, et On- surtout si on met les bons outils autour. Ouais, après, sur le plus simple, bon. Ouais, Sur du 3 degrés, si, plus que le téléphone. Le 6, Ouais. ça se discute. Ouais, mais après, tu vois, on pourrait dire, ouais, discours commercial, machin, tout ça. Non, 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 je préfère les mettre au même niveau. Tous les gens ont appris à utiliser un téléphone, mais de façon extrêmement rapidement et de façon intuitive. Après, c'est à titre perso, mais parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent, ouais, non, mais tu dis ça, mais du coup, si tu les compares, c'est vraiment d'un point de vue commercial, et après, tu rentres dans un espèce de débat sans fond. Non, c'est super simple à utiliser, point barre. Comme un magnétoscope la première fois que... Enfin, voilà, et au pire, il y a un petit manuel. Le manuel est au sein du casque sur lequel vous faites les éléments. Donc non, faut surtout pas avoir peur de ce genre de techno. Sur le côté proprioception, ce sont des choses qui fonctionnent vraiment bien. Alors l'effet Proteus, du coup, Manon, merci de me l'avoir fait découvrir. Pour le coup, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Alors il n'est pas très rassurant parce qu'on peut faire le parallèle avec des jeux comme, avec des sujets comme les jeux vidéo rendent violents ou ce genre de choses, parce que du coup si on garde entre guillemets l'incarnation de son avatar pendant une petite demi-heure et qu'on a passé son temps à déglinguer du gladiator sur Gorn, sur un jeu très violent pour le coup, qu'est-ce qui se passe, voilà. Du coup ce sera à voir. En tout cas, on peut faire le parallèle effectivement sur les jeux vidéo. C'est vraiment c'est vraiment un effet du coup que mais c'est bizarre, toutes les études qui parlent de jeux vidéo, je l'ai pas vu passer en fait cet effet-là encore. C'est un effet qui reste temporaire. Après, il faut relativiser. Dans les jeux vidéo, ça reste temporaire. Sinon, toute la génération qui avait joué à Pac-Man avant, ce serait pas bien non plus concrètement. Voilà, c'est ça. C'est pas violent, mais en termes d'appropriation. Non, c'est vraiment quelque chose qui va être temporaire, mais effectivement, il faut faire attention, notamment chez les enfants où le cerveau n'est pas totalement formé. Là-dessus, au niveau des appropriations qu'ils vont faire, parce que par exemple, dans des secteurs où les femmes dans les jeux vidéo vont être hyper sexualisées et tout, ça a été prouvé que les gens allaient être plus favorables ou tolérer mieux le viol après avoir joué avec ce type de personnage. D'accord. Donc vraiment, au niveau des ados, faut faire gaffe, quoi. Après... Accepter. Ouais. Ça marche. Après, je préfère rebondir directement un peu pour le chat. On est en train de parler de statistiques, d'accord. Voilà. Vous mettez pas dans la tête que si vous jouez un avatar féminin, vous allez forcément. Enfin voilà, mais oui, effectivement, les personnages féminins dans les jeux vidéo, ça sera un vaste sujet. Je comprends pas que ça soit encore le cas, d'ailleurs, enfin toujours le cas, parce que c'est vraiment exacerbé à un point. Enfin, on se souviendra tous de Lara Croft. Tomb Raider, Lara Croft. Entre autres, mais qui a été l'égérie et principalement juste pour ça. Mais c'est vrai que dans beaucoup de jeux, on retrouve encore ce genre de... Mais comme les mecs, oui, tout à fait. Et pour le coup, si tu t'intéresses au sujet proté, de l'effet proté, il faut regarder les études sur les avatars, en fait, et l'impact qu'a un avatar sur la personne qui le porte. Tu vois, si tu es un... il y a pas mal d'études qui sont intéressantes sur le fait que quand tu es plus grand, alors ça c'est assez surprenant, quand tu es plus grand que ta taille normale, tu as tendance à être plus protecteur des gens. Alors c'est des statistiques, ça veut pas dire les grands sont gentils et les petits sont plus méchants. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quand on te donne un point de vue plus teigneux, c'est pas méchant. Voilà, c'est plus teigneux. Et à l'inverse, plus petit, on a tendance à être plus agressif par rapport à son point de vue de départ. C'est toujours la même chose. Et on fait aussi des tests comme ça où on change le sexe de la personne, on va changer sa couleur de peau, et on se rend compte que quand même le comportement général de la personne change en fonction de justement cette enveloppe corporelle que tu portes. Donc c'est vraiment très intéressant, il y en a plein. J'essaierai de vous retrouver les liens et je les mettrai dans le chat. Complètement. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, moi Oui, on le mettra en lien dans la description, bien sûr. Mais pour la petite histoire, moi je suis très grand, je suis à 1m80, très grand, 1m91.
J'ai horreur d'avoir des gens plus grands que moi, enfin de voir des gens plus grands que moi. Enfin, quand je dis horreur, je vais pas les tuer, hein, c'est pas le problème, mais c'est malaisant. Enfin, c'est pas parce que pas l'habitude, parce que ou je sais pas, un sentiment d'inconfort ou je sais pas trop. Mais ouais, c'est ce genre de truc où on sait. Enfin, par contre, je ressens pas ça en VR typiquement. Quand je suis plus petit, pas à ce point-là en fait. Mais tu aimes les gladiateurs, Zazel? Alors non, 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 non. Moi, je parlais d'un jeu que j'ai fait récemment, d'ailleurs, très très violent, qui s'appelle Gorn, développé par Devolver, où le but, justement, c'est tu incarnes un gladiateur et tu vas dans l'arène, du coup, frapper d'autres gladiateurs hein, dans un mode et avec des armes complètement déjantées. Alors, le but, c'est vraiment l'exutoire, justement, ce jeu. Donc c'est pour ça que c'était parfait pour incarner l'image que je voulais mettre dessus. Ok. On va en terminer là, je pense. Ah ouais, ça marche. Ben, un grand merci à toi, Manon. J'espère que ça t'a plu de venir. Un grand merci au chat. J'espère que c'est un sujet. Je pense pas me planter en disant que c'est la première fois qu'on abordait vraiment un sujet entre guillemets. Alors non technique déjà. Enfin, moi, il y avait une partie technique, hein, bien sûr, mais le sujet de fond, enfin, qui est quand même les risques psychosociaux sont les sujets quand même assez lourds. C'est pas de la VR pure et dure, quoi. On n'est pas en train de truquer un casque. Donc voilà, donc j'espère que le chat ça vous a plu quand même, hein, malgré le fait qu'on n'ait pas trop parlé de jeux vidéo et tout ça. Mais en tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. Il y a eu des réactions à chaud. Je vois que le chat a quand même pas mal communiqué. Effectivement, après c'est toujours compliqué hein, derrière de placer sa barre. Êtes-vous des harceleurs ou pas? Bah écoutez, vous le saurez en testant du coup l'application de Manon. Et n'hésitez pas en fait si... Ouais. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes dans une boîte et que vous avez un... Ouais, et que vous avez un poste comme ça qui peut influer sur ce genre de formation, n'hésitez pas parce que par contre, clairement, le potentiel en fait de ce genre de formation est vraiment prouvé. Hein, donc voilà, si vous avez une boîte, si vous êtes en position dans une boîte de pouvoir dire, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de choses, vous connaissez maintenant les tarifs. Je pense pas me tromper en disant que par rapport à une formation classique, c'est vraiment divisé par 10, quoi. Donc n'hésitez pas à le pousser, hein. Plus vous serez nombreux à le pousser comme ça dans les entreprises, et mieux ça passera, quoi. Et plus on sera formé, et moins en fait ce genre de problème arrivera. C'est le but, en fait. C'est le deal initial. Exactement ça. Il n'y aura plus des GG dans l'open space qui pourra le faire tout seul dans son coin. Il sera à reprendre par les collègues à côté. Mais peut-être que lui, son bonheur à lui, du coup, va être diminué par 10. Ah pardon, excuse-moi Marie. Juste vous dire, voilà, merci de m'avoir accueilli. Et puis l'expérience, vous pouvez la tester chez vous. À la limite, si vous voulez tester la version PC que j'aime moins, mais voilà, vous pouvez m'envoyer un petit mail à manon@reverto.fr et je pourrais vous envoyer un lien de démonstration. D'accord. Ok. En tout cas, c'est bien cool. Et puis voilà, n'hésitez pas. On a Marceau qui nous dit je peux en parler à mon père. Mais écoute, en effet, hein, plus les gens seront informés, en tout cas que ça se fait, ne serait-ce que d'être informés. Après, ils font ce qu'ils veulent sur est-ce qu'ils font les formations ou pas, mais voilà, sachez que ça peut se faire et que forcément ça a un bon coup sur le prix. Parce que généralement, dans une entreprise, on va toujours vous dire, voilà, peu importe le sujet derrière le mot formation, de toute façon, on va vous parler prix. Hein. Ça, c'est un grand classique. Et pour le coup, si jamais vous nous contactez, nous aussi, on fera la mise en relation. Et les produits de Reverto sont visibles au lab. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir au lab à Paris, on vous les montre avec plaisir. Et ça vaut le coup parce que c'est des gens bien et ils travaillent. Et c'est pas que parce qu'ils sont en live. En tout cas, c'était vraiment cool. Merci encore, Manon, du coup, pour le meet-up. C'est vraiment chouette. J'espère que tu reviendras. Enfin, ou que ça t'a plu déjà, et que potentiellement tu pourras revenir sur d'autres sujets. En tout cas, nous, on t'accueille les bras ouverts sur ETR. Merci à vous deux. Et puis voilà, si les sujets vous ont plu, notre chercheuse sera aussi ravie de venir vous parler des impacts de la VR sur votre cerveau.
Ah oui, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi, ça. En effet. Tout à fait. Bah écoute, le rendez-vous est pris. Moi, ça me ferait très très plaisir en vrai. On l'a déjà fait hein, avec des chercheurs. Donc on a déjà une base. Le chat est déjà habitué. Il a déjà une petite base. On peut maintenant aller plus loin dans les cours et c'est cool. Et c'est cool. Ok, bon bah ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à Salut toi. Léonore, à la prochaine. À la prochaine.